Allez, attaquons du coup cette partie sur les business models. Alors, qu'est-ce qu'un business model? Un business model, du coup, il décrit la logique par laquelle une organisation produit, distribue et récupère de la valeur. Elle produit, distribue et récupère de la valeur. Alors, c'est quoi exactement un business model? Bah, ça peut être schématisé et avant, c'était schématisé de la façon suivante. Et là, du coup, vous voyez que effectivement, du coup, absolument pas clair. C'est pour ça, du coup, qu'on avait besoin d'un outil simple de visualisation et d'analyse des business models. Cet outil, du coup, a été créé par Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur, en association avec 470 professionnels. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Alexandre et Yves? Alors, du coup, Alexandre Osterwalder, pour la petite anecdote, c'était une personne qui passait sa thèse, un thésard du coup, qui était dans une université en Suisse, si mes souvenirs sont bons. Il a fait sa thèse du coup sur les business models et à la fin de sa thèse, il s'est dit ok bon maintenant j'ai terminé ma thèse, il va falloir que je trouve un travail. Et il a reçu l'appel d'un conférencier mexicain qui lui a dit j'ai lu votre thèse et franchement c'est fantastique. J'aimerais que vous veniez faire une conférence dessus. Et lui, du coup, alors, c'est pas moi qui le dis, c'est lui dans son livre. Il a été très surpris par les retours du coup qu'il a eu et par le fait que des gens, même à l'extérieur, avaient pris connaissance, lu du coup ses travaux et sa thèse. Et il est parti du coup faire des conférences un petit peu partout à travers le monde et ça a plutôt bien fonctionné du coup pour lui. Alors, avant du coup, si on parlait création, rémunération, partage de valeur, la plupart du temps on pensait tout naturellement à ce qu'on appelle un business plan. Un business plan, du coup, on expliquait comment une entreprise faisait pour générer et partager de la valeur. Mais on n'avait pas, en fait, de façon synthétique, de façon globale, une démarche, du coup, pour arriver à présenter tout ça de manière compréhensible et visuelle. Il fallait, du coup, lire tout le business plan. Et c'est quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça que le modèle qui a été développé par Alexandre Osterwalder et son maître du coup de thèse Yves Pigneur, et c'est en ça qu'il est vraiment unique et même, j'ose le dire, révolutionnaire. Alors, à quoi ça ressemble du coup concrètement? L'idée, un business model, 9 blocs. Vous allez présenter en 9 catégories, 9 parties du coup bien distinctes, comment votre entreprise fait pour capturer, générer et transmettre du coup de la valeur aux différentes parties prenantes de votre projet. Du coup, cet élément-là est central quand on parle de notions et de concepts du business model. Allez, vous avez ici, du coup, la matrice permettant de visualiser du coup ce qu'est un business model. Au centre, on va rentrer dans le détail, hein, ne vous inquiétez pas de chacune de ces parties. Au centre, vous avez la génération de valeur, vous avez la promesse du coup qui est faite par l'entreprise. Ça, c'est l'élément du coup que vous allez trouver au centre. Ensuite, à droite, dans l'ordre, vous allez compléter les segments de clientèle. Vous allez définir à qui vous vous adressez, quelles sont vos cibles, et vous allez définir du coup et formaliser ces principales cibles. Pour transmettre votre valeur à vos cibles, vous allez utiliser ce qu'on appelle des canaux de communication ou de distribution. C'est le petit camion que vous avez du coup entre la proposition de valeur au centre et les segments de clientèle. Vous allez entretenir une relation particulière avec vos segments cibles. Du coup, ça, c'est la partie relation. C'est le petit cœur que vous avez du coup juste en haut des canaux de distribution. Ce petit cœur, du coup, va vous permettre de définir quelle relation vous comptez et vous souhaitez entretenir avec vos clients. Une entreprise est constituée de deux choses, des activités clés et des ressources clés. Ces activités, du coup, ce qu'elle fait et les ressources dont elle dispose, souvent, du coup, c'est la partie humain qui est importante quand on parle de ça. Elle ne peut pas toute seule générer de la valeur. Elle aura besoin, en fait, de différents partenaires, parties prenantes ou partenaires. Et enfin, du coup, en bas, les coûts et la partie revenu. Continuons du coup et attaquons chacun de ces blocs. Le premier bloc que vous avez du coup à droite, c'est pour qui vous créez votre offre. Ce sont vos segments de clientèle, comme je vous l'ai dit du coup à l'instant. L'idée c'est de définir qui sont et quelles sont les typologies de clients qui sont les plus importants pour vous.
et aussi quelles sont les niches que vous allez du coup potentiellement attaquer en priorité. Là, cette partie, c'est votre cible, à qui vous vous adressez. Donc cet élément, du coup, vous l'aurez compris, il est central quand on parle de business model. Un exemple, les étudiants 18-25 ans, revenus moyens, à l'affût de nouvelles techno. Professeurs 40-50 ans, etc., etc., etc. C'est à vous de les définir. La promesse, la proposition de valeur au centre, quelle valeur ajoutée apportez-vous à vos clients? Quels besoins comblez-vous? Quels problèmes aidez-vous à résoudre? Par quel produit ou service, du coup, que vous allez proposer? Donc ça, c'est la partie au centre. Exemple, une application mobile permettant un accès facile et rapide à moindre coût. Exemple, du coup, ici, on va parler de performance, d'expérience unique, de personnalisation, de design, d'ergonomie, de coût faible, de facilité d'accès, etc., etc. Du coup, là, vous avez des exemples qui peuvent vous permettre de compléter cette partie-là. Les canaux de communication, comment vos clients préfèrent-ils être atteints, du coup, et acheter derrière? Quelles solutions avez-vous à leur proposer? Les coûts, les avantages et les inconvénients sur chacune de vos solutions. Exemple, la communication site web, Facebook, affiches, distribution en ligne, SMS, call center, etc. Sur la partie relation avec vos clients, quelles relations vos clients peuvent-ils avoir avec votre entreprise, coût et importance du coup de ce type de relation, si on devait prendre un exemple du coup, prenez l'exemple d'Amazon et de la BNP. Quand vous vous déplacez à la BNP, vous entretenez une relation particulière avec la marque, avec la BNP. Vous vous déplacez, vous arrivez dans une agence, vous demandez du coup une personne, vous échangez avec elle, elle valide et c'est bon. À l'inverse, Amazon, à aucun moment vous rencontrez un monsieur qui dit bonjour, je représente Amazon, que puis-je pour vous? L'idée c'est d'éviter au maximum du coup le contact, alors physique il est inexistant, mais même le contact distanciel via un outil comme le téléphone par exemple. Tout se passe de façon dématérialisée. Un exemple, Mercedes, assistance personnalisée exclusive, Station Total, on est dans le self-service, Facebook, self-service et service personnalisé, plus à appartenance à une communauté, co-création avec le client, etc., etc. Les sources de revenus, du coup, qui viennent en bas, pour quelle offre vos clients sont-ils vraiment prêts à payer? À quelle hauteur, du coup, chaque type de revenu contribue-t-il au total généré? Exemple, vente unique, abonnement, location, freemium, publicité. On va être vraiment, du coup, là sur ce qu'on appelle aussi d'ailleurs un business model. Vos ressources clés, de quoi avez-vous le plus besoin? Quelles sont les ressources indispensables pour le bloc précédent? Exemple, des ingénieurs, des serveurs, des logiciels, des brevets, des publicités. Les activités clés, à quoi allez-vous passer votre temps à partir de maintenant? Activité indispensable pour le bloc précédent. Et vu, donc exemple, développement web, R&D, conseil, plateforme. La partie du coup ici, partenaires clés, quels sont les partenaires indispensables pour vos activités et vos ressources, par exemple des fournisseurs, des sous-traitants, des institutions publiques, des ONG, etc. Apple, ça va être des développeurs d'applications, labels de musique, des opérateurs. Et enfin, du coup, le dernier bloc de cette matrice, quels sont les coûts principaux liés à votre organisation? Quelles activités, ressources ou partenaires vous coûtent le plus cher? Les ressources humaines, la maintenance d'un site ou d'une plateforme, l'acquisition de matières premières, etc., etc. Vous avez ici, du coup, toutes les composantes de votre business model. Un exemple, du coup, de business model? Allez, c'est parti. Skype. Skype, du coup, segment de clientèle, les utilisateurs d'Internet, 90%. Les personnes voulant appeler sur téléphone, 10%. Donc là, vous avez leurs deux cibles. Ils ne vont pas s'adresser de la même façon à ces deux cibles. On est d'accord. Ensuite, appel vidéo gratuit, conf call gratuite, appel message et envoi de fichiers via Facebook, par exemple. Les partenaires stratégiques, Microsoft, mais aussi du coup Facebook avec qui il y a un partenariat étroit, et les fournisseurs potentiellement de casques audio. La relation client, c'est le service personnalisé. La façon de transmettre leurs offres directement à leurs clients, du coup, ces utilisateurs Internet, qui sont principalement des voyageurs, des personnes qui bougent beaucoup, et des PME. Skype, app Skype, et potentiellement les fournisseurs de casques audio qui vont valoriser et mettre en avant du coup l'offre de Skype. Les activités clés, le développement de logiciels forcément, et la partie SAV, gestion des plaintes, du coup, des problématiques. Les ressources clés, développeurs, logiciels et marques. Le coût, développement de logiciels et SAV. Et enfin, la source de revenus principale, du coup, gratuite. Ça, c'est la source de revenus, du coup, principale. Skype, du coup, a une solution, du coup, payante via des crédits ou des abonnements. Skype Out, que vous trouvez en bas à droite. Il y a des frais d'opérateur, un partenariat avec PayPal et toute la partie marketing qui est importante, du coup, pour Apple.
Apple se monétise grâce aux personnes qui souhaitent appeler sur téléphone, qui correspondent à un petit peu moins de 10% du coup de leur cible. Sur les 10%, tous ne payent pas. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un service comme Skype, il y a entre 3 et 5% des utilisateurs qui payent pour tous les autres, mais qui payent cher pour le coup. Pareil du coup sur la proposition de valeur, donc appel pas cher vers des téléphones, Skype Out, et les numéros Skype du coup personnalisés, les partenaires stratégiques, les opérateurs téléphoniques et PayPal. Donc vous voyez ici du coup la distinction, vous voyez comment on complète du coup un business model Canva, et là vous avez le business model Canva dans son intégralité. L'avantage principal de cette matrice, c'est qu'on peut le présenter du coup de manière très visuelle. Ça tient sur un format A4 ou un format A3. Et on peut du coup après interagir. Une des meilleures façons de faire, c'est de compléter directement avec des post-its. Skype, du coup, adapte son business model forcément d'une industrie pour en révolutionner une autre via du coup sa proposition de service. Je ne vais pas vous prendre Google parce que Google il est beaucoup plus complexe en fait. Google, si on prend du coup toutes les étapes, vous les avez juste ici. Si on prend toutes les étapes, du coup Google est un petit peu plus complexe. Vous avez du coup ici un revenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une multitude de cibles déjà, les utilisateurs, les entreprises, les propriétaires de sites web et les utilisateurs de smartphones. Et que pour chacun, du coup, il y a une offre et un revenu qui est personnalisé. Ok, j'espère que vous avez compris du coup l'importance et l'intérêt de ce social link Canva, de ce business model Canva, pardon, de ce business model Canva. Et nous allons voir du coup dans la prochaine étape, juste après, le social link Canva et qu'est-ce qui différencie un social link Canva d'un business model Canva. Mais avant ça, du coup, un petit mode d'emploi sur le comment le compléter. Alors, la première étape, du coup, c'est de former des groupes, de jamais travailler seul. Enfin, c'est assez complexe d'arriver à travailler seul sur un business model. Challengez-vous, mettez-vous à plusieurs et regardez du coup ce que vous pouvez faire. La deuxième étape, brainstormer du coup sur une idée. Essayez de concevoir ou de créer quelque chose qui réponde aux besoins d'un client. Le besoin d'un client est très important, j'y reviendrai juste après. Troisième étape, vous allez développer votre business model. Vous allez prendre des post-it et coller les post-it au tableau. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous allez le remplir. Admirez le résultat. Du coup, prenez du recul par rapport à votre business model. Vous avez ici des exemples de business model Canva qui ont été complétés dans des concours, par exemple, de création d'entreprise. Donc, j'ai eu la chance d'en animer, du coup, pas mal au fil du temps. Et enfin, vous allez évaluer et challenger votre modèle. L'évaluer et le challenger. Le challenger comment? En échangeant, du coup. Échanger, n'hésitez pas. Allez-y, foncez, présentez votre business model, présentez-le à des experts, montrez-le et parlez-en. Parlez-en du coup de ce business model. C'est très important du coup d'arriver à parler et d'arriver à échanger pour optimiser du coup votre business model. Et enfin, forcément, du coup, le challenger et donc l'évaluer. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qu'il apporte, comment on pourrait faire pour potentiellement demain l'optimiser, l'améliorer, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, etc., etc. Donc tous ces éléments, du coup, sont évidemment très importants et même centraux quand on parle de la création d'une entreprise. Une entreprise, en fait, ça part toujours d'une idée, en fait. Et c'est ce qu'on pense, que ça part d'une idée. Et souvent, ce qu'on met en place, on met en avant, c'est l'idée. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, une idée, elle ne vaut rien. L'important, c'est comment vous allez exécuter cette idée. C'est ça qui est important. C'est votre exécution. C'est pas votre idée en elle-même. L'idée en elle-même, des idées, on en a plein. Et je suis sûr que vous en avez plein d'idées. Vous avez peut-être une idée de création d'entreprise, mais vous avez aussi potentiellement d'autres idées du coup à côté. D'autres idées du coup de création de boîte. L'important, c'est comment vous allez le mettre en œuvre, cette idée. Comment vous allez clairement l'exécuter. Une idée, elle n'a d'intérêt, elle n'a de raison d'être que si elle répond à une problématique. Elle répond à la problématique d'un client. Ça, c'est l'élément central. Ça, c'est l'élément central. L'élément central, ça reste la problématique à laquelle vous allez répondre. C'est ce qui fait du coup qu'une idée marche, une idée réussit, alors que d'autres échouent. Et quelle que soit l'idée, vous pensez vraiment qu'Uber c'était les premiers à avoir eu cette idée-là? Non, il y a d'autres boîtes, notamment en Amérique du Sud, qui sont créées avant Uber. Et pourtant, elles n'y sont pas arrivées. Pourquoi elles n'y sont pas arrivées, ces boîtes avant Uber? C'est parce que clairement, elles n'étaient pas bons dans l'exécution. Donc,
très important, je vous l'ai dit, et je vous le répète, et je pourrais vous le répéter du coup ad vita aeternam peut-être, toujours pensez problème. Pensez aux problèmes que vous cherchez à résoudre. C'est le plus important. Une entreprise, elle a une raison d'être, une raison d'exister, parce qu'elle répond à un problème. Si elle ne répond pas à un problème, elle n'a aucune raison d'être. Elle n'a aucune raison d'être. Que ce soit le problème du coup d'un utilisateur lambda, si vous êtes sur un marché B2C, ou que ce soit le problème d'un professionnel sur un marché plutôt B2B, que ce professionnel soit boulanger, charpentier, que ce soit une personne âgée, je m'en fous. Vous adressez du coup un marché. Et vous adressez un marché, comment vous faites? Et vous répondez à un problème de ce marché. Ce marché, il est composé d'individus qui ont des problèmes. La vocation, la raison d'être de votre boîte, la première raison d'être de votre boîte, c'est de répondre aux problèmes de ce marché. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que quand on me demande, et souvent la question qu'on me pose, du coup, quand j'accompagne des jeunes entreprises, c'est qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez de mon idée? Je m'en fous. Je vais être honnête avec vous. On se fout de l'idée. Je peux pas vous dire, j'ai pas une boule de cristal. Et imaginez si j'avais une boule de cristal, tiens. Si j'avais une boule de cristal. Mais clairement, je serais peut-être pas, hein, mais peut-être pas là à donner des cours et à donner des conseils à droite à gauche. Je serais assis dans mon canapé et je ferais passer les start-upers, les entrepreneurs, les uns après les autres devant du coup, en visio de chez moi. Si je savais vraiment les projets qui allaient réussir et échouer. Quand vous créez une entreprise, vous rencontrez plein de gens qui vous disent waouh, ton idée elle est fantastique, elle est géniale, et vous rencontrez plein de gens qui disent ouais, bof, j'y crois moyen. Un petit peu moins peut-être même, parce que les gens ont peur toujours un petit peu de vexer. Clairement, ça reste un avis, mais ça reste un avis parmi tant d'autres. Les investisseurs, les business angels, dont c'est le métier, hein, je parle de gens vraiment qui font ça au quotidien, du coup, qui font ça tous les jours. C'est leur métier, ils y arrivent et ils tombent juste en moyenne une fois sur 10. C'est-à-dire que sur 10 boîtes dans lesquelles ils investissent, il y en a une, du coup, qui va vraiment exploser. Sur 10 boîtes, vous imaginez, un sur 10, et c'est leur métier. Et ils font que ça tout le temps. Un sur 10, une boîte sur 10, en moyenne. Donc clairement, comment je pourrais, moi, me permettre de donner un avis sur une idée que vous avez? Je sais pas. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas comment vous allez la mettre en œuvre, cette idée. On peut avoir la meilleure idée du monde, mais si clairement vous ne savez pas comment l'exécuter, ça va être très compliqué pour vous. Très compliqué, voire même quasiment infaisable. Alors vous allez me dire, et souvent du coup ce que j'entends c'est le ah oui, mais du coup ici on se fait prendre notre idée. Ah ben j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. Ça fait partie du jeu. Je ne vous dirai pas que ça arrive pas. Il y a des consultants qui disent oui, non, c'est bon, on va pas vous prendre votre idée. Si, clairement, c'est arrivé. Hein. C'est déjà arrivé à pas mal de boîtes hein, de faire prendre l'idée. Mais clairement, si vous avez une personne qui arrive à mieux l'exécuter que vous, il n'y a aucun intérêt du coup il y a aucun intérêt à ce que ce soit vous qui montiez cette idée, ou tout du moins vous n'aurez pas les capacités, du coup nécessaires pour mener à bien cette idée et sortir un projet de création d'entreprise. C'est sûr. Ah, c'est complètement sûr. Et puis même, je vous dirais, souvent en fait, quand on pense innovation et le premier qui arrive sur le marché, qui a une position dominante et qui... Alors clairement, en fait, on se rend compte que les investisseurs, alors déjà, à choisir, ils préféreront peut-être, du coup, la plupart du temps, ils préféreront le challenger à l'investisseur. Parce que l'investisseur, à celui qui a innové, au premier entrant. Parce que souvent, le premier entrant, du coup, il essuie les plâtres. Le premier entrant, il se plante dans sa stratégie. Il fait des mauvais choix stratégiques. Et du coup, ces mauvais choix stratégiques, ils ont un coût pour l'entreprise. Alors que le second, du coup, il arrive et il voit les erreurs du coup qui ont été commises, les erreurs qui ont été faites. Et potentiellement, il ne va pas reproduire deux fois ces mêmes erreurs. Donc voilà pourquoi, du coup, parfois, les investisseurs, et souvent même les investisseurs préfèrent du coup le second entrant qui permet de valider du coup le marché, valider qu'il y a réellement une opportunité marché, plutôt que le premier qui arrive et où clairement il doit défricher, hein. Il doit défricher, il va faire des choix, il va prendre des positions fortes qui vont souvent pas s'avérer être concluantes, et ces erreurs là du coup ne seront certainement pas faites par la deuxième entreprise qui va arriver dans le marché. Allez, du coup, je
je termine, je m'arrête là du coup sur cette partie-là et je vous invite à voir la prochaine vidéo sur la partie social lean Canva où je vous expliquerai du coup la différence entre un business model et un business model Canva et un social lean Canva. Allez, je vous invite du coup à voir la vidéo suivante.